Bonsoir, bonsoir, c'est le retour de Et alors pour cette année 2025. Après une longue coupure, ça, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas parlé depuis des années. Bonjour James. Salut Chris. Bah, des années, non, mais au moins depuis l'année dernière, ça c'est sûr. Depuis 2024, on ne s'est pas parlé en tout cas sur l'antenne de Et alors? Bah oui, ça fait un petit mois, hein, parce que je crois que la dernière, c'était 2 semaines avant les vacances de Noël. Il y a eu les vacances de Noël et puis là, donc voilà, une petite semaine après. Et oui, effectivement, il y a eu un petit best-of pendant les fêtes. Et nous revoilà. Enfin, j'ai envie de dire, ça me manquait cette petite discussion sur les actus culturelles de ces 15 derniers jours, puisque Et alors est devenu bimensuel. Exactement. Et alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui pour notre retour sur l'antenne dans l'émission Et alors? Oui, de quoi on va parler? Je te propose de lancer une nouvelle chronique pour 2025 qui s'appelle Et toi, t'as vu quoi? James, parle-nous de cette nouvelle chronique. T'as vu quoi? C'est quoi? Eh ben écoute, tu as vu, si j'ai bien compris ce que tu m'as vendu, c'est un principe très simple. C'est-à-dire que tu prends un film que toi, tu as été voir durant ces 15 jours, moi j'ai été le voir, et l'autre ne l'a pas vu. Et à nous de convaincre ou déconvaincre notre binôme de choc de voir ou de ne pas voir ce film. Ça, c'est bien expliqué et j'applaudis. Ah, c'est gentil. Et donc du coup, toi, qu'est-ce que tu as été voir que moi je n'ai pas vu pendant ces vacances? J'ai vu Nosferatu. Ok, ben moi j'ai été voir L'amour au présent. Et donc du coup, moi je vais te le conseiller. Ok, super. Je te conseillerais aussi Nosferatu. Eh ben écoute, on parlera de la série Black Doves, qui est un peu un phénomène en ce moment sur Netflix. Et je te parlerai aussi d'une BD que le Père Noël a posée sous mon sapin, qui s'appelle Seul le silence. T'as vu quoi? Hein? Qu'as-tu vu? Allez, j'ai vu Nosferatu. Tu as vu L'amour au présent. Tiens, tu sais quoi? Commence. Oh, place à la jeunesse, et ça c'est gentil. Ouais, effectivement, bah écoute, moi j'ai été voir donc L'amour au présent durant ces vacances, et un film vraiment que je te conseille, un film donc de John Crowley avec les excellents Andrew Garfield et Florence Pugh. Andrew Garfield, le Spider-Man, le Spider-Man des années 2010, et Florence Pugh qui commence vraiment à être connue. Vous avez pu la voir en tant qu'Elena dans, dans la sœur de Black Widow dans l'univers Marvel. Elle a joué aussi la maîtresse de Oppenheimer dans le film éponyme. Voilà, donc vraiment le casting est vraiment très bon, les acteurs sont très bons. On passe par toutes les émotions. C'est l'histoire d'Almut et Tobias qui voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu'un accident, parce qu'elle va le renverser en voiture, les réunit. Et là, il y a une romance profonde qui s'installe et qui est très émouvante sur les instants qui nous changent et ceux qui nous construisent. Donc voilà, c'est un film un peu puzzle. Il va y avoir des bouts d'histoire de la fin qui vont se retrouver au début et puis inversement. Donc on va passer d'une époque, on va être dans un instant présent et puis on va remonter 5 ans en arrière dans la scène d'après, puis on va repartir 10 ans après dans la scène suivante. Donc voilà, moi c'est vraiment le genre de film que j'apprécie. C'est un film vraiment comédie assez dramatique parce que voilà, on a un fond quand même derrière de mort, hein. On a l'histoire de personnes qui sont confrontées à la maladie, et puis une femme qui veut pas d'enfant puis qui se réveille un beau jour et qui est tellement amoureux de son mari, bah, qui finalement est prête à avoir un enfant avec lui et ne verrait pas sa vie autrement. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui font en fait, qui font écho en fait à la vie que tout le monde peut vivre aujourd'hui. Et je trouve qu'elle est très bien racontée à travers ce film, et je te conseille vraiment d'aller le voir. Est-ce que c'est un film un peu tire-larme? J'ai été très ému sur certaines scènes, mais il y a vraiment à un moment où j'ai versé ma larme, mais il cherche pas à tout le temps aller te chercher et te tirer la larme. Non, effectivement, on est très axé sur la comédie. Il y a beaucoup de passages qui sont très drôles, et puis effectivement, comme on est sur un film, bah, de la vie de tous les jours en fait, cette histoire pourrait arriver à toi comme elle pourrait m'arriver à moi. Effectivement, il y a des moments durs, donc des fois ça nous touche, mais non, c'est pas un fier tire ce n'est pas un film tire-larme. D'accord, c'est plus un film romantique, tu dis? Bah, non, c'est un film, j'ai envie de dire, c'est un film de tous les jours. C'est un film, en fait, tu n'apprends rien à travers ce film, mais tu passes un excellent moment parce qu'en fait, les acteurs sont tellement, exceptionnels que, quand il faut jouer la comédie, ils te font rire aux larmes, et quand, il faut qu'ils jouent l'émotion, tu es subjugué par la façon dont Andrew Garfield ou Florence Pugh s'énervent ou pleurent sur commande. C'est juste ça.
Ok, très bien. Eh ben, écoute, je pense que j'irai le voir du coup. Tu me partageras ton retour à travers le retour de cette chronique. Et toi, qu'est-ce que tu as été voir? Dis-moi ce que tu as vu et dis-moi si tu me le conseilles. Alors moi j'ai été voir Nosferatu. Oui, donc Nosferatu, hein, pour les gens qui veulent parler la langue classique. Voilà, Nosferatu de Robert Eggers ou Robert, je sais pas comment ça se prononce, avec Lily Rose Depp, Nicolas Hoult et Bill Skarsgård aussi pour la prononciation, vous m'excuserez. Nosferatu, donc, comme son nom l'indique, il est connu, hein, c'est un vampire. Alors, avant de parler du film, je vais juste dire que je n'épiloguerai pas plus de 30 secondes sur l'aspect sexuel du film. C'est un film de vampire, donc on sait que les vampires, c'est lié à la sexualité, au sexe, etc. Donc ça, si ça vous intéresse, il y a suffisamment d'articles et de vidéos sur Internet et dans les journaux pour que vous puissiez manger à votre faim sur cet aspect-là. Moi, je vais parler du film. Spoiler alerte, c'est un plaisir d'aller le voir. C'est un très beau film. Il y a une atmosphère, c'est très bien joué. Parfois, il y a quand même des petits moments, je vais pas mentir, des petits moments ridicules. C'est-à-dire que Lily Rose Depp, qui joue donc la future fiancée de Nosferatu, pardon, a parfois un jeu un petit peu ridicule dans la façon dont elle est possédée par ce vampire. Des fois, tu te dis, t'as envie de rigoler, petit côté un petit peu ridicule, mais qui est inhérent au genre, à mon avis. Hein. C'est pas forcément de sa faute. Et qui joue le vampire? Le vampire, c'est Bill Skarsgård. Ah oui, bah, de toute façon, il est adepte des rôles comme ça, avec beaucoup de maquillage. C'est lui qui avait joué le, le, le rôle du clown dans les remakes d'Andy Muschietti. Ça, et il est de retour. Il aurait pu être un peu plus effrayant sans sa moustache. Pour ceux qui iront voir le film, seront peut-être d'accord avec moi, mais la moustache donne un petit côté ridicule au vampire. C'est très, très, très bizarre de voir un vampire à moustache. Surtout que c'est des belles grosses moustaches. Hein. D'accord. Bon, et du coup, qu'est-ce qui te fait me conseiller le film? Alors, si j'ai bien compris que tu me conseilles d'aller le voir et que tu le conseilles à tous Ouais. les auditeurs. Le film dure à peu près un peu plus de 2 heures. Tu les vois pas passer. Moi, je les ai pas vus passer. T'es vraiment pris dans l'histoire. Il y a vraiment une atmosphère qui se met en place. C'est extrêmement bien filmé et c'est pas surfilmé. De temps en temps, on a des réalisateurs qui te disent pendant qu'ils filment, regarde-moi comme je sais bien filmer. Oh là là, je suis un génie. On embrasse Francis Ford Coppola. Ok, bah écoute, super, merci. Bah écoute, de toute façon, il était dans ma liste, mais je voulais que tu me le pitches un peu et que tu me demandes d'aller le voir. Et c'est chose que je vais faire prochainement, et j'espère que les auditeurs feront comme nous. Donc, deux films qu'on vous conseille dans cette nouvelle chronique aujourd'hui. Donc, Nosferatu et L'amour au présent. Très bien. Bah écoute, est-ce qu'on passe à autre chose? Allez, on enchaîne. On va parler de série cette fois-ci. On regarde quoi, tonton? Allez, on parle de Black Dog, une série qui est sur Netflix, hein, il me semble. Tout à fait, exactement. C'est une série qui est sur Netflix en ce moment avec Keira Knightley et l'excellent Ben Whishaw. Ouais, déjà on peut dire ça. On peut dire que les acteurs, ils sont excellents. Alors, je vais pas être trop d'accord avec toi. Oui, Ben Whishaw est exceptionnel. C'est un acteur que j'adore d'ailleurs. Tant pour Keira Knightley, bon, je suis un peu moins d'accord. Moi, au-delà du jeu d'actrice, ce qui m'a déçu, c'est l'histoire, c'est le scénario. C'est-à-dire que, alors l'histoire, c'est un agent double, on va dire. Donc Hélène, jouée par Kira, qui se lance dans une liaison passionnée. Et lorsque son mari meurt, son amant meurt, pardon, lorsque son amant meurt, on lui envoie une espèce de garde du corps qui se trouve être un ami, un ancien ami pour la protéger. Donc on te vend ça. Moi au début, je pense qu'on va avoir droit à une histoire sur des complots, des twists sur les personnages, qui est le gentil, qui est les méchants. Et en fait, tout ça, c'est une série romantique et sur une histoire romantique dont tu te fous parce que les personnages sont pas assez creusés pour que tu y crois. Ouais, non mais c'est vrai, non, mais franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, moi, je dois dire, les deux, trois premiers épisodes, en fait, m'ont vraiment branché de Black Doves. J'étais dedans, j'avais envie de savoir ce qui se passait, quel était le complot qui était mis en place. Et puis, les trois derniers, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu
un peu plus mou. Et puis alors, la conclusion, je la trouve vraiment d'une facilité, d'une simplicité hors norme. Et au final, on a envie de se dire à la fin du 6e épisode, ah oui d'accord, donc j'ai passé 6 heures à regarder pour que le complot ce soit ça. J'ai été très déçu. Voilà, bah écoute, ça m'étonne pas. J'avoue que moi, j'ai arrêté avant la fin. Je suis désolé, mais c'est vraiment une série mauvaise. Alors, j'irai pas jusqu'à dire une série mauvaise parce que j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai trouvé la conclusion vraiment très très facile et j'ai quand même passé un bon moment à la regarder. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une série mauvaise. Après, effectivement, je crois qu'ils ont déjà annoncé une saison 2. Je n'irai pas regarder la saison 2, effectivement. On va dire décevante, quoi. Ouais, Voilà. voilà, décevante. Ou alors vraiment pour le rôle de Ben Whishaw qui vraiment, lui, je trouve il tire vraiment son épingle du jeu. Enfin, c'est déjà un acteur, moi, que j'adore. Pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, regardez les James Bond, les derniers James Bond avec Daniel Craig, c'est lui qui joue Q, le nouveau Q. Et je trouve qu'il est tout en subtilité. Après, la série, voilà, effectivement, pour moi aussi, elle est trop orientée vers les histoires d'amour et au final, on s'en manque un peu, à part celle de Ben Whishaw. Mais encore une fois, voilà, il a fallu qu'on soit vraiment au ton de 2024, quoi. Ouais. Et puis on dirait que dans la série, on veut tout mettre, quoi, pour plaire à tout le monde. Voilà, exactement. Ouais. Il y a un thriller, il y a des jeux d'espions, Il y a une histoire trop de d'amour, violence. mais tout ça, ça se passe 5 jours avant Noël parce que faut que ce soit une série de Noël. Ouais, voilà. Non, Ouais, non, ouais, non. c'est vrai, c'est un mélange de plein de choses voilà, qui donne une soupe pas mauvaise, mais un peu fadasse. Ok, bah voilà. Bon, bah écoute, je te propose qu'on passe à la suite parce qu'on n'aura pas grand-chose de plus à dire, en tout cas, sur cette série, pas mauvaise, mais pas trop réussie non plus. Ouais, très décevante, c'est le mot qui restera. Allez, on passe à la bande dessinée et au livre. Tu lis quoi, toi? C'est génial, on parle pas assez de bande dessinée, je pense, dans l'émission, alors que c'est quelque chose moi que j'adore, la bande dessinée. Il faudra remédier à ça. Et tu vas nous parler d'une excellente bande dessinée. James, je te laisse la parole. Eh ben oui, je vais vous parler aujourd'hui de la bande dessinée qui s'appelle Seul le silence. Donc c'est une bande dessinée faite par Fabrice Colline et Richard Guérino. Donc c'est une BD mais qui est faite, qui est la retranscription en fait, l'adaptation plutôt d'un livre de R.J. Ellory. Qui porte le même nom et qui suit en fait l'histoire de Joseph Vaughan, qui, devenu écrivain à succès, revient sur des événements qui ont bouleversé son enfance et qui vont le hanter en fait toute sa vie. Des meurtres de jeunes filles perpétrés plusieurs décennies avant, et donc il a été un peu le témoin volontaire. Et donc tout commence quand Joseph justement a 12 ans et qu'il découvre dans son village de Géorgie le corps horriblement mutilé d'une fillette assassinée, première victime d'une longue série qui laissera longtemps la police impuissante. Donc voilà, c'est une série. Alors c'est une BD. Alors moi je ne connaissais pas du tout le livre. C'est une BD qui fait je sais pas peut-être 130 pages. C'est un one shot, hein, ce qu'on appelle un one shot. Donc vous avez une BD, une histoire. Il n'y a pas de tome 2, il n'y a pas de tome 3. Et alors j'ai trouvé la BD, elle est noire, hein, elle est sombre, elle est vraiment sombre, elle est vraiment dure. Il y a vraiment des cases qui sont difficiles à regarder et on a l'impression de plonger dans la BD et d'être vraiment pris complètement dans l'histoire. Toi, je sais que tu as lu le livre, Chris. Est-ce que c'est un peu la même chose dans le livre? Alors oui, je n'ai pas lu la BD, je ne savais même pas qu'il y avait une adaptation bande dessinée. Et moi non J'ai lu plus. le livre. T'es le Père Noël hein, qui me l'a apporté. Hein, tu vois, peut-être que seul le Père Noël savait que cette BD existait. Sans doute, sans doute. Moi, j'ai lu le livre et le livre, il est, ouah, quoi. Il est poisseux, il te dégoûte. Il est extrêmement sombre. Ouais. C'est un livre que tu ouvres et que tu te dis, est-ce que vraiment je continue, quoi. La BD est exactement pareil. Hein. Oui, tu continues, c'est exactement pareil. Il y a plusieurs fois, je me suis dit, waouh, c'est quand même dur, c'est quand même violent. Mais le dessin est tellement beau, il est tellement réaliste, on est vraiment plongé dedans. Mais effectivement, il y a des fois, tu as envie de jeter la BD tellement tu vois que l'être humain est dégueulasse. Ouais, ouais, tu ressens vraiment ça à la lecture du livre. Et si c'est transmis par la bande dessinée, ça peut être qu'un chef-d'œuvre, encore une fois. Voilà, et cette bande dessinée, donc du coup, a été plébiscitée. En tout cas, cette adaptation a été vraiment honorée de gloire par l'auteur R.J. Ellory, qui est, euh, qui est l'auteur du livre éponyme. C'est traduit. Tu peux rappeler les dessinateurs, s'il te plaît? C'est Fabrice Collin et Richard Guérino. Donc, t'es français, hein? Donc, oui, c'est Ok. traduit, hein? Ouais.
c'était traduit, mais ils ont été en contact. Et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fin de la BD, il y a quelques petites, il doit y avoir une dizaine de pages où c'est les échanges justement entre Fabrice Collin, Richard Guérino et R.J. Ellory pour faire de cette BD un chef-d'œuvre aussi puissante que le livre d'origine. C'est aux éditions Phileas que vous pouvez retrouver cette BD. Et c'est une BD, hein, il faut le dire, qui a été faite donc par Richard Guérino il y a eu plusieurs prix critiques libres en 2016 et Fabrice Collin, pareil, des grands prix de l'imaginaire 2004 et 2010. Donc, c'est des auteurs et des dessinateurs. C'est un auteur et un dessinateur qui sont très reconnus. Ok, super. Mais on mettra tout ça sur le site de toute façon, et le livre originel et la bande dessinée. On conseille les deux. Mais voilà, c'est vraiment mené, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, James. Eh ben, écoute, merci à toi, Chris. Merci encore une fois de m'avoir accueilli dans cette émission, dans notre émission, de s'être retrouvé après ces 2 semaines, 3 semaines, peut-être même 4 semaines d'absence. Merci de m'avoir fait découvrir Nosferatu. Je vais aller le voir et puis ravi de t'avoir fait partager ce que moi j'avais vu et ce que j'avais lu. On termine avec une chanson qui s'appelle D1, directeur artistique de T2G, 2 rappeurs lyonnais, qu'on avait interviewé dans une autre émission qui s'appelle Précédemment. Et vous pouvez aller voir d'ailleurs, écouter l'interview très intéressante de ces 2 jeunes rappeurs. Et ce qu'on va entendre là, c'est ma chanson préférée que j'adore. Allez, à bientôt Chris, à bientôt chers auditeurs, chères auditrices. Ciao, ciao. La substance dans la taille c'est de l'arsenic. Ça me rend plus à l'aise pour faire de l'arsenic. On me demande d'être moi-même devant la caméra. En 1 ou 2 prises on me trouve grave cynique. Ils veulent pas me laisser le temps. Faut que j'ai le bon move, la gestu le patence. Le directeur de la DH sait pas trop ce qu'il attend. À croire qu'il fallait qu'on soit né les 2 pieds dedans, ouais. On parle pas de niveau, on dira des thermostats. On grandit sur terre d'obstacles. Une rime, un coup de sang, 2 rimes, un coup de chaud. On monte le D2G thermostat. On taffe la technique, certains disent qu'on n'est pas pro. D'autres envoient des pics, d'autres disent qu'on n'a pas de peau. T2G faut faire ci, T2G faut faire ça. Chut, ferme là comme Pascal Pro. Méfiant comme un renard sortant du maquis. Ta star met mal à l'aise, gros, elle t'est maquille. Je connaissais rien de ce monde au point d'être choqué que pour un clip on me demandait ce qu'on te maquille. J'ai toujours du mal à m'y faire. Faut vendre du rêve pour les petits frères. Histoire qu'ils se disent bientôt c'est nous qu'ils oublient un peu le 2 et le fer. J'ai un nouveau texte en béton, une affiche et un concept en or. Faut vendre du rêve aux moutons, une belle montre des muscles sur le corps. J'ai un nouveau texte en béton, une affiche et un concept en or. Faut vendre du rêve aux moutons, une belle montre des muscles sur le corps. Marketing com pour avoir des cliquos. Mettre des étoiles dans les yeux des petits gosses. Faut les marquer fort quand y a une meuf qui te gosse. Et attirer tout le monde, les bourgeois, les geekos. Les muscles et les outfits font toute la panoplie. Mais quoi qu'il arrive, faut viser rentabilité. Une bonne paire de couilles, une petite scène, un ampli. Histoire de renflouer toute la comptabilité. Dur d'être un petit artiste qui mérite plus que moins 2000 abonnés. Dans la presse locale, sort des petits articles. Entrée en playlist, gros c'est pas donné. La flamme elle est présente depuis environ 13 ans. Parfois c'est un peu stressant, je pense à mes sons en baissant. L'envie de percer est pressante, ça met un peu la pression. Parce que j'ai pas d'autres moyens si je veux acquérir une maison. Si ça marche pas, gros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toute la nuit, tête sur l'oreille. Faut se focus à la balle, monter des affaires. L'histoire de ma vie ne doit pas s'enrayer. Dans la tourmente, j'ai aiguisé mes rimes. J'ai charbonné en abusant du rythme. Le soir, mon pote, c'est des patous du riz. Donc les poings serrés, je sortirai pas du ring. J'ai un nouveau texte en béton, une affiche et un concept en or. Faut vendre du rêve aux moutons, une belle montre des muscles sur le corps. J'ai un nouveau texte en béton, une affiche et un concept en or.